Bonjour, bienvenue à Ouvre ton mic, le show où des artistes établis partagent leurs meilleurs trucs avec des artistes qui sont à leur balbutiement dans la même discipline. Aujourd'hui, on parle de rap, on parle de slam. Je m'appelle David Bocage et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Greg, a.k.a. Snail Kid. Membre des Dead Obies et de Brown Family, le rappeur Greg Baudin, anciennement connu sous le nom Snail Kid, vient tout juste de signer chez 7e Ciel. Et pour marquer le coup, il publie un nouveau single intitulé Waoula. Et Amélie Prévost, slameuse de renom international. Très connue du public pour ses rôles au théâtre, au cinéma et à la télé, Amélie Prévost est avant tout poète et artiste spoken word. En 2016, elle a été couronnée championne à la Coupe du monde de slam, rien de moins! Toujours comme une balle en plein cœur. Il faut poser le pied au sol, dur, froid, se traîner jusqu'à la machine à café, au passage, se cogner un tout petit orteil sur un meuble et imploser de douleur jusqu'à ne plus reconnaître au centre de soi que la honte de perdre un combat contre l'inanimé. Vous êtes des artistes, mais on a plein d'artistes de rap et de slam qui sont avec nous, des jeunes artistes qui sont en début de parcours et je veux absolument qu'ils se présentent. Salut, je m'appelle Maël Pelletier, j'ai 23 ans, puis je fais du slam depuis à peu près une décennie maintenant. Je veux dire racisme systémique sans le penser systématique, mais assez pour pas me sentir menacé quand l'intention est saine. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 17 ans. Pour Ouvre ton mic, j'ai écrit un slam / poésie performée. Mon paysage est substitué par les protagonistes prospères qui ne partagent pas leurs profits sans la promesse du paradis. Bonjour, moi c'est Jimmy. J'ai fait un monologue philosophique qui est un peu à la recherche de qui je suis. Si je porte du orange sans me rendre compte que je suis orangé, est-ce que je suis vraiment un orange? Je pourrais changer la question tout en gardant la même vue. Est-ce que je suis un bleu et ça même si je me pose même plus la question en me réveillant le matin? Moi c'est Raphaël, je viens de Québec, j'ai 22 ans. Pour Ouvre ton mic, j'ai écrit un poème. L'œuf ou l'enveloppe? Une société flouée ou... des politiciens qui complotent. Bonjour, mon nom c'est Frédéric. À Ouvre ton mic, j'ai écrit un slam sur les violences faites aux femmes. À toutes ces femmes qui se font dire « ta jupe est trop courte, ton col trop vulgaire, franchement, de quoi t'as l'air? » Ou « elle a l'air sexy? Douce comme de la soie, ça va de soi. » Salut, je m'appelle Thomas, je fais du rap, hip-hop alternatif. To tell you how I feel, you say that shit ain't real, and now you pushing me away. I can't believe this is real. Allô tout le monde, Marc-Antoine, alias Marc-Anté. Pour Ouvre ton mic, j'ai fait ma chanson Mon petit cœur. C'est la vie qui est toxique dans cet univers de haine, de colère qui vient à des kilomètres, où tout ce qui est semé finit par se faire consommer. C'est une course contre la montre. Si je crève demain, vous pouvez écouter une partie de ma story. Moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 25 ans. J'ai toujours écrit là, depuis que je suis jeune. C'est quelque chose que je veux faire à long terme, l'écriture. Se rassembler sur la colonne vertébrale d'un pays invertébré. C'était wise, tu sais. Courbés vers le sol à chercher les dollars des gazéoducs et des sables bitumineux. Ils ont rien vu venir. Je m'appelle Danny, j'ai commencé à faire du rap, j'avais 16 ans. Ça a comme suivi à partir de là, puis depuis ce temps-là, j'ai continué sur ce même track-là. Check donc qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est une caverne de voleurs. T'as pas voulu tirer la poque dans le net de gauleur. Depuis que j'ai pris la porte étroite avec le Seigneur, je n'ai plus le même regard ni la même palette de couleurs. Je me présente Sam, sous le pseudonyme Stalum, je fais du hip-hop alternatif. I ran it, then I ran it again. If you want it, you can get it, motherfucker. If I did it, then you can. You should probably go and take a walk around your gang. Most of the time, the enemy gonna hurt you from within. C'est la première fois qu'on a deux artistes de deux disciplines dans le même épisode. C'est vraiment cool. Le rap et le slam sont deux disciplines à part entière. Commençons avec Amélie. Ça fait combien de temps que tu fais du slam? Ça fait 12, 13 ans. Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais tu es une championne de la Coupe du monde de slam 2016 à Paris. Ouais. Tu es la 3e Québécoise à remporter la Coupe du monde. Premièrement, damn. Bravo. Félicitations. Merci. C'était pas tous les jours que ça arrive. C'était en 2016 à Paris. Parle-moi un petit peu de cette expérience-là. La Coupe du monde, on parle des meilleurs slammers au monde? Oui, on parle d'une vingtaine de pays qui tiennent chacun des tournois mensuels et éventuellement des quarts de finale, des demi-finales et des finales et qui envoient leurs champions faire
la compétition internationale qui a lieu à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que ce tournoi-là, il est dans toutes les langues. Parce qu'il y a des poètes, pas juste de la francophonie. Là. On voit très bien quand c'est dans une autre langue ce que le corps dit tout seul, ce que la voix fait au-delà des mots. Donc, une performance live, c'est un film. L'écran derrière nous, wow. Puis en haut, il y a des surtitres en français et en anglais. Il y a un aspect théâtral à ça. Le jeu est bien important. Le slam, c'est comme plus écrit pour le... Pour le jouer, oui. Il n'y a pas de distinction de style. Il y a pas, t'es pas obligé de faire des alexandrins pour faire du slam, ou t'es pas obligé de faire des vers libres pour faire du slam. Là, tu peux y arriver avec une poésie qui est très, très libre, qui te ressemble, qui est vraiment la tienne. Ça pour dire, venons à Greg. Yes. A.K.A. Snarkid. Je t'appelle Greg, je sais pas son... Greg, c'est parfait. En fait, Snarkid n'existe plus. T'étais tanné de ça. J'ai jamais vraiment assumé le nom. Je l'assumais en secondaire 2 un peu. Ça vient d'où le nom Snarkid? C'est ma prof de français qui m'appelait son enfant ou son bébé escargot. J'avais un gros cartable avec un zipper, genre, dans lequel je mettais toutes mes matières. Puis je mettais genre de la bouffe là-dedans. Là. Genre, c'était n'importe quoi. Là, c'était toujours 4-5 bartendes, genre, des fois des biscuits lousses, des affaires de même. Puis elle disait que c'était ma coquille. Ça a donné avec le moment où je cherchais désespérément un nom de rappeur, là, parce que ça fait déjà une couple d'années que je rappais, puis il n'y avait pas de nom. Il faut comme ça te tombe dessus, là, ton nom de rappeur. Là. Fait que... Et qui a mené inévitablement à la mort, tu dis du nom? Vu que là, je fais un projet solo, là, j'ai sorti un clip et tout, fait que ça m'a donné juste l'occasion de tuer Snarkid. C'est quoi le nom du projet solo, le nom d'artiste? Greg Baudin. Beaucoup t'ont connu avec Dead Obeez, mais t'as commencé un petit peu avant? Hey, ça fait vraiment longtemps. Moi, j'ai commencé, j'avais 8 ans. Hein? Ouais, je te jure. C'est Dead Obeez qui m'a permis plus de m'assumer là-dedans, parce que moi, j'allais plus faire du théâtre, impro, tout ça. Puis à un moment donné, le rap a juste décollé sans que ce soit un plan. T'sais. Fait que ça faisait que, tu sais, j'avais 8-9 ans, puis je m'enregistrais genre sur un Fisher-Price, cassette player, ouais. Puis là, j'enregistrais mon beatbox. Ouais. Puis là, j'avais une cassette avec le beatbox, puis j'avais une autre cassette avec moi qui... Rap dessus. En fait, pour m'enregistrer ma voix, dans le fond. C'était bien avant GarageBand ou Pro Tools. Ah, c'était l'ancêtre. Yes. Quand je suis sorti de l'école de l'humour, je faisais des shows dans un bar qui s'appelle Le Jockey où tu travaillais. Ouais. Fait que c'est très vulnérabilisant parce que tu m'as vu être vraiment pas drôle souvent. Puis ça... Tu m'as vu être moi en 2015. Là. Mais c'est super intéressant ce que vous dites parce que, pour vrai, on est tous, un moment donné, pas bons. Il faut passer par ça. Puis on a tellement honte, là, tu sais, quand on n'est pas bon. Puis c'est pas une bonne idée. Faut assumer notre pas bonne. Il y a une partie qui est saine là-dedans, dans le sens où tu veux pas faire quelque chose en dessous de ce que tu trouves qui est bon. Ouais. Faut que ça reste tout le temps assez important pour toi pour que t'acceptes pas quelque chose que tu trouves pas bon. Faut que tu donnes le temps à ton talent et à tes skills de rejoindre tes goûts. Oui, c'est ça. Puis tu peux pas te rendre là si tu fais pas d'erreur. Parce qu'il faut que tu sois capable de te reprendre puis de plus les faire. Merci énormément d'être ici. Vraiment hâte de commencer ça. Je vais lancer la question un peu avec nos participants. Qu'est-ce qui vous a donné le goût? Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre de dire « Hey, OK, je vais aller enregistrer ce rap-là, je vais écrire ce slam-là, peu importe. » Ben moi, mettons, c'est vraiment mon ami Sam qui a commencé à faire de la musique. Puis en plus, c'est que dans le salon, on se connaissait même pas. Bon, on se connaissait un petit peu, juste de nom. Pour aller au studio. Puis là, on disait, hey, je veux venir chez vous faire de la musique, s'il te plaît. Puis il disait, ouais. Puis tu sais, ça choquait tout le temps. Ben, toi, t'avais déjà ton studio. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, je voyais qu'il faisait des affaires. Puis j'étais là, hey, j'aimerais ça venir. Puis il était là, ouais. Puis là, à un moment donné, il dit, hey, je me suis loué un chalet. Est-ce que vous voulez venir, toi et ton frère, passer 2 jours, on va faire de la musique pendant 2 jours, on va rec. Je suis là, ouais, je suis down. Fait qu'on y va pendant 2 jours. Puis c'est après ces 2 jours-là qu'on a rec pendant 2 jours au chalet que j'ai fait, OK. T'as écrit combien de verses cette fois-là? Cette fois-là, au chalet, ouais. Une couple, on doit avoir fait 6-7 tunes de quoi de 7 tunes? Ouais, c'est ça, quand ça débloque. Là. Wow. Mais c'est ça, au début, tu tombes tellement... Moi, je suis tombé accro, je me suis mis à rec à tous les jours. J'étais littéralement accro. Non, c'est fou, ça. Tu sais, au début, les premières tu peux pas avoir de writer's block au début, t'es juste... Ah ouais, sky is the limit. Ça va avec ce qu'on disait, justement, parce que cette fébrilité-là, mais je pense que tu penses moins aussi au début. Cherche, là. Au début, tu penses beaucoup moins, puis c'est ce qu'il faut qu'il travaille dans le fond. C'est juste comme ton instinct, puis après ça, il faut comme que tu refasses le travail
en sens inverse. Ça devient comme un handicap positif, on dirait plus ça avance. Ouais, pour vrai, ouais, c'est à double tranchant, vraiment. Ça, au début, je trouvais ça pas bon, mais ça me faisait rien, genre, ça me dérangeait vraiment pas que ce soit à chier. Mais je continuais parce que je voulais vraiment m'améliorer, mais là, c'est ça, quand tu continues après ça, tu commences à prendre plus ça au sérieux, puis c'est là que tu commences à overthink, puis ça. Je trouve qu'en tant qu'artiste novice dans le domaine, c'est sûr que souvent, on se met beaucoup de blocages par rapport au fait comme je veux écrire le rime parfait, je veux avoir un texte qui va percer. Puis au final, tu sais, moi, je dois mettre le frein là-dessus parce que c'est justement ça qui m'empêche de me développer dans mon art. Moi, je préfère, à l'inverse, d'aller vers le loisir. Le slam, je le perçois toujours comme un loisir en ce moment. Donc, je préfère écrire, me lancer, puis me réajuster par la suite. Je pense pas que je dois me mettre la pression que genre, bon, ben ça doit être parfait, ou comme, faut que j'aille les critères de rentrer dans le 3 minutes pour une présentation, ou, faut pas que je dise ça parce que c'est pas un mot qui se dit. Je suis comme, garde, à maintenant, on peut-tu être plus créatif et aller au-delà des critères? Ah ouais, t'es juste à la bonne place quand t'es en train de pas penser à ça. Là. Tu peux toujours réécrire. Ton texte, là, si c'est pas un chef-d'œuvre à ton premier jet, mais c'est pas grave, tu peux le réécrire après, il t'appartient, il est à toi. Fait que si tu veux changer des mots, changer des vers, changer les 3/4 du texte, t'as le droit de le faire. C'est fabuleux. Même quand t'es en train de trouver qu'une idée est pas si malade que ça, mais que t'es déjà parti pour écrire dessus, c'est vraiment inspirant de se dire « Ah, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il y a là ». Même si je suis pas, en ce moment, c'est pas le début de couplet qui fait le plus de sens ou que je trouve le meilleur ou peu importe, mais c'est une piste qui me fait aller quelque part. Puis là, c'est sûr et certain qu'il y a une façon de creuser ça puis que ça fasse quelque chose de super bon. Il faut juste que tu craques le code à chaque fois. Là. Fait que la bonne idée, elle peut être un peu plus loin dans le processus. Puis tu sais, ça se peut aussi que ça donne rien pantoute puis que tu trouves ça épais 2 jours plus tard. Tout processus créatif, là, humour, musique, rap, slam, c'est comme, il y a quelque chose qui t'attire dans... Il y a quelque chose qui t'attire là-dedans dans l'idée, que ce soit l'émotion, il y a quelque chose. Des fois, c'est pas encore clair c'est quoi, mais c'est correct d'aller au bout. Puis des fois, tu trouves une pépite, des fois, finalement, c'était une roche brisée. Mais c'est pas grave, au moins t'es allé voir. T'étais comme, ah ok, mais je sais pas c'était quoi. Puis ça prend du recul, mais c'est correct de pas trop se poser de questions non plus. Puis on parlait d'écriture, tu sais, qui disait écrire, c'est réécrire. Tu sais, c'est, je veux dire, une V1, c'est une impro, mais retravailler, ça devient un texte. Puis oui, des fois, tu sais, on entend des, je l'ai écrit en 5 minutes, puis des petits moments de magie, puis ça arrive, puis c'est malade, des petits éclairs, tu sais. Mais c'est correct aussi de mettre le temps puis de faire ça a pris un temps. Oui, c'est ça le travail, c'est parfait. Je compare beaucoup ça à Age of Empires, mettons, quand j'étais jeune, mais il y a peut-être des équivalents de ça où est-ce que tu as comme une map, puis elle est toute noire, puis il faut que tu envoies des éclaireurs checker, puis là, ça défriche la map dans le fond. T'sais, ce qui est excitant, c'est de ne pas savoir où est-ce que ça s'en va. C'est peut-être la meilleure manière d'évoluer aussi, de ne pas vouloir aller aux mêmes endroits. T'sais, moi, je remarque que les artistes que j'aime suivre, auxquels je m'attache, puis que je suis vraiment leur carrière sur une longue durée, c'est pas ceux qui refont le même album, c'est ceux qui font comme « OK, ça, je l'ai fait, maintenant j'essaie ça ». Ça marche pas tout le temps, ou c'est pas tout le temps, mais c'est parfait, parce que au moins, tu te répètes pas, tu sais. Ouais, j'aime ça, la notion de oser, puis l'erreur aussi à travers ça, là. Il faut. Il y a pas longtemps, j'avais du soutien d'un programme qui s'appelle Chantier Jeunesse. Puis, tu sais, il me disait, hey, pour les prochaines personnes qui vont faire des projets, qu'est-ce que tu as à leur dire? Puis je disais, ose. Puis la pire affaire qui peut t'arriver, c'est que tu te plantes. Puis à ce moment-là, tu vas en rire et tu vas apprendre. C'est la pire chose qui va arriver. Il n'y a aucun autre moyen. La seule affaire qui nous freine dans ça, c'est la honte. Puis la honte, là, ça sert à rien. Puis parce que la plupart du temps, on est tout seul avec notre honte, alors que tous les autres font « ben non, c'est pas grave. Si t'es planté, c'est correct. » Il y a pas... Il arrive quoi? Il arrive rien. Il arrive que tu te relèves, que tu continues, puis c'est tout, là. Ouais, vraiment. Mais ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que moi, j'ai l'impression que la honte, c'est quand même important, mais faut pas en avoir nécessairement peur, mais c'est important de la vivre, je pense. Mais t'as raison, la honte est importante, mais il faut que tu l'utilises comme un moteur et non pas comme un frein. Ouais, absolument. Un moteur pour t'amener plus loin, pour t'aider à t'améliorer, puis à faire mieux, puis à continuer de travailler, parce que l'air de rien, faut travailler. On travaille sur soi-même là, constamment, à chaque jour. Il faut que tu travailles, il faut que tu sois capable de te regarder, en fait, pour pouvoir mieux faire. Là. C'est ça qui te fait, qui te pousse à
faut que tu te relèves de ces trucs-là. Comme c'est ça, les vrais challenges, c'est ça, tu sais, c'est avoir l'impression que ça se peut plus, puis... Ah, puis c'est très questionné, puis c'est l'humilité aussi. Je pense que tu le nommais, Greg, en d'autres mots tout à l'heure, là, mais l'humilité de dire, ben, c'est ça que je fais présentement, puis si ça parle à du monde, ben, ça parlera à du monde. Puis au pire, ben, tout ce qui est important, c'est au moins que ça parle à moi quand je le fais. Tu sais, tu parles aussi que... C'est le seul barème que t'as, t'es juste en dedans de toi-même. Là. En ce moment, aujourd'hui, j'ai envie de dire ça. Ah ouais, parce que personne va te le dire s'ils trouvent pas ça bon. Personne va te le dire. Ben, tu vas le sentir, tu vas l'apprendre par toi-même, tu vas finir par le décoder. Absolument. Je veux que vous me parliez aussi de votre... parce que quand on parle de début, c'était inévitable, le premier show. La première fois que j'ai présenté mes mots à moi, c'était ici. Puis je pense que le truc qui était un petit peu plus stressant, c'est de dire genre, je vais y aller. Je vais passer le cap de je garde mes textes pour moi dans ma chambre, devant mon miroir, puis de dire là, je le présente à d'autres mondes, puis je vais être face un peu à la critique des autres personnes, face à ce que moi je suis. Ça fait une finalité, là, comme là, ça, c'est mon truc que j'ai écrit. Regardez, c'est bon. Que les gens viennent voir dire hey, ton texte, là, il m'a parlé. Juste une personne qui vient me dire ça, j'ai réussi. On va demander à Marie-Pierre également, Dani, si vous aviez des premiers shows qui vous ont laissé des impressions fortes. Juste avant la pandémie, il y avait un mouvement qui c'était Wet'suwet'en. C'est un mouvement autochtone qui était dans les actualités là, où ils ont comme barré les chemins de fer au Canada par mouvement social. Puis moi, ça m'avait vraiment touchée, fait que j'avais décidé d'écrire là-dessus pour un de mes premiers open mic. Puis écoute, j'ai comme eu un standing ovation, puis je m'y attendais vraiment pas. Là. Puis c'est là où j'ai compris que ça pouvait vraiment comme toucher des gens. Fait que là, à ce moment-là, tu te rends compte que tu veux continuer, puis c'est vraiment motivant. Là. Raphaël, as-tu des expériences? Ben, moi aussi, ça ressemble un peu. C'était pas mal une de mes premières expériences parce que j'avais fait du théâtre au secondaire un petit peu. Mais je suis habitué de juste coucher mes textes sur le papier, puis ça reste là. Puis j'ai quand même trouvé ça confrontant d'aller sur une scène quand tu es habitué de juste avoir des rétroactions de personnes qui lisent tes textes. Puis quand les personnes lisent aussi, ben ils se font une image, ils n'entendent pas nécessairement ta voix en arrière. Ça m'a plus dit, je suis plus quelqu'un sur papier finalement, puis j'en ai retiré quand même, là. Mais ouais. C'est cool d'avoir essayé, c'est cool de le vivre. Quand tu t'exposes devant les gens, t'es comme vulnérable un peu, mais ça prend du courage, mais les gens, ils respectent ça. Puis les gens, ils se disent, waouh, ça m'a touché, tu sais. Fait que si je me dis, si j'ai touché juste une personne dans la salle, ben j'ai fait ma job, tu sais. En faisant ça, ben, en m'exposant, ben, j'ai l'impression que je grandis là-dedans. Puis j'apprends aussi quoi pas faire puis quoi faire la prochaine fois. Fait que c'est comme un processus, là, que c'est un cercle, comment qu'on pourrait dire, pas un cercle mouvant négatif, mais dans le positif, là, il y a un mot pour ça, là. Mais vraiment, là, plus que tu le fais, plus tu deviens meilleur. Un cercle vertueux. Puis, 2 points pour vraiment, ouais. On a des slammers, ça paraît, des gens qui ont du vocabulaire. Enfin! Génial. Merci, Dani, c'était super. Il y en avait-tu aussi, avant qu'on conclue, est-ce qu'il y avait de ce côté-ci des expériences aussi de premier show qui vous avaient... On dirait qu'il n'y a pas d'expérience désastreuse. Mais non, c'est ça, Adam. Moi, je l'ai. Mon premier show, c'était un désastre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé la vie, là, comme, tu sais, la dure réalité que c'est pas pantoute comme tu pensais que c'était. Je sais pas si vous répétez vos affaires des fois en vous imaginant la meilleure situation, genre tout le monde capote, puis il y a plein de monde, puis c'est, tu sais, je pense que Centre Bell en extase. C'est normal de fantasmer comme ça, puis quand tu arrives sur le coup, tu penses à toutes les fois où est-ce que tu te disais que ça allait être cool, puis tu te dis que c'est exactement pas ça qui est en train de se passer. Puis tu regardes un peu à terre, puis tu dis moi c'était ça. Ça doit être vraiment intense, ça, en humour. Quand moi, je pense juste à quand j'écris un texte, je me dis, OK, là, ça va puncher. Puis ça punche pas vraiment. Mais c'est pas grave, c'est un poème. Tu sais, je peux comme passer autre, mais en humour, c'est murder. Parce qu'en humour, c'est inévitable. C'est spécial parce que t'as comme la prétention, vu que t'es sur le stage, que ce que tu dis, c'est drôle. L'échec est obligatoire en humour. C'est parce que il n'y a pas d'autre manière de passer à côté. C'est ça dont tu as le plus peur. Puis c'est normal, c'est pas un sentiment agréable. Mais je pense qu'avec le temps, tu t'améliores, fait que ça arrive moins souvent, mais tu as plus confiance. Puis des fois, tu peux savoir, OK, pourquoi c'était pas drôle? Je l'ai-tu mal livré? Est-ce qu'elle était mal écrite? Est-ce qu'elle était pas claire? Est-ce qu'elle était pas drôle? Il y a plein de raisons. Des fois, tu te dis, elle était drôle, mais je l'ai tellement mal livré, personne n'a compris ce que j'ai dit. Tous ces moments où tu te dis flûte.
Puis il y en a souvent, des moments où la flûte est pas loin. Mais tu sais, C'est se ça, ma phrase. faire comprendre à Montréal, mais pas à Val-d'Or, le franglais, là, Ouais. ça, je serais curieux de t'entendre par rapport à ça, Greg. Par rapport au franglais? Ouais, tu sais, par rapport à la compréhension du public, la réception du franglais. Au tout début, où est-ce que je trouvais ça tellement important parce que le rap, c'est faut qu'on comprenne, tu sais, dans les textes, faut qu'on comprenne tout le temps qu'est-ce qu'on dit puis tout. Puis je pense que c'est vrai, mais en même temps, la seule façon que ce soit intéressant, c'est que ce soit comme tellement proche de la personne que t'as le goût à la limite de comprendre ses insides, là, tu sais. Puis tout ça. Fait que moi, c'est Qu'en musique, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de l'espace pour l'incompréhension parce que la musique est là en dessous. Si le beat est bon, puis que la mélodie rentre au poste, puis qu'il y a une rythmique, puis que ça t'accroche par en dedans, tu peux t'en sortir avec quelque chose d'incompréhensible. Je trouve que, mettons, la compréhension puis faire quelque chose d'incompréhensible, c'est un peu dans l'ordre de l'esthétique, dans le sens que, mettons que tu écoutes la chanson Le Dôme de Jean Leloup, très peu de gens réussissent à comprendre de quoi qu'il parle, mais ça reste quand même de chanson super populaire de lui. Puis si tu fais, mettons, de l'humour absurde, il y a plein de gens qui vont pas comprendre, mais comme c'est une esthétique différente, puis il y a des gens qui aiment ça. Moi, c'est ce que je cherche le plus, là, c'est ces affaires-là où est-ce que si vous n'êtes pas capable de comprendre par les mots, mais que vous sentez toute la même affaire en même temps quand vous écoutez cette tune-là, pour moi, c'est vraiment riche. Là, là, c'est plus riche encore que si mon texte disait ce qu'il faut que tu sentes. On a débordé tellement qu'on est à l'aise, mais ça va mener au deuxième segment, le processus créatif. Juste avant, je vous rappelle, ce ne sont pas que des podcasteurs de feu, ce sont également des artistes et vous pouvez voir leurs performances sur le site quartier.québec. Allez voir les performances de chacun. Vous pouvez même voter pour votre préféré et le gagnant de chaque discipline va se mériter 1 000 $. Et pendant que vous êtes sur le site, vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine, être ici, jaser avec des artistes, avoir du fun et connaître les anecdotes. Le premier show des artistes. Donc, allez sur le site quartier.québec. On poursuit sur notre lancée. On était déjà dans le sujet, mais le processus créatif, hein, qu'est-ce qui mène à faire ces affaires qui sont si le fun et si difficiles à la fois? Hein, parce que si c'était facile, on ne serait pas ici. Quel est l'élément déclencheur, l'étincelle qui fait que vous prenez votre crayon et vous dites, bon, on commence un slam, une toune? L'élément déclencheur pour vous? Tout. Tu peux en avoir Tout? plein. Tout ce qui se passe en général dans ma vie, je te dirais. Tu sais, tu commences à écrire, est-ce que tu penses en termes de thème? Ben, j'enregistre toujours juste la mélodie au complet. Puis après ça, je vais écrire le texte qui va venir avec. Fait que, comme ça, je sais que l'émotion est déjà portrayée à travers la track. Puis les mots vont venir peu importe le rythme que j'utilise, ça va être lié justement au sentiment de la tune en général. Moi, je te dirais que ça dépend. Il y a des shots où est-ce que je vais juste prendre un instrumental, puis je vais écouter, je vais imprégner la mélodie toute, puis avec l'émotion, le ressenti que j'ai, je vais partir. Ou des fois, j'ai déjà des idées fixes, comme je veux partir sur, mettons, un sujet, puis après ça, ben, je vais commencer à écrire. Ça va dépendre. C'est super. Et toi, Amélie, comment ça part un slam? D'où ça part? Pour vrai, moi, je m'assois puis j'écris. Je me lève le matin, je vais m'asseoir à mon ordi puis je fais « Bon, aujourd'hui, on écrit. » Puis là, je mets des mots. Souvent, la première demi-heure ou la première heure de ma journée, il se passe pas grand-chose, là. C'est juste il y a des petits brouillons, il y a des images qui me viennent. Tempête d'idées. Ouais, un peu, c'est ça, tempête d'idées. Puis là, je vais faire... Après ça, je me relis puis je fais « OK, ça, c'est bon. Ça s'en va dans un poème là. Ça, c'est bon. Ça s'en va dans tel poème que j'écris. Ça, c'est une bonne idée. Ça va faire un texte. » Puis je pars comme ça. Ça m'arrive aussi d'avoir... j'écris beaucoup sur commande, là. On me donne souvent des... Bon, peux-tu écrire un poème sur telle affaire? Ah sur oui, tel thème. Alors, à ce moment-là, j'ai pas le choix. Il faut que je parte avec mon thème. Puis dans ce temps-là, là, je vais faire ce que Jimmy disait. Là, je vais aller faire de la recherche. Si c'est un thème qui m'est imposé, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille me renseigner. Puis après, quand j'ai cerné mon sujet, là, souvent, il y a une anecdote, il y a une histoire qui va popper. Et je vais beaucoup puiser, évidemment, dans l'histoire personnelle, là, t'sais. Puis là, je vais aller creuser là-dedans puis trouver ce qui est le plus universel, ce qui est le plus intéressant. Donc, un thème, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être comme, oh, ça t'a amené ailleurs dans ton esprit, dans ton écriture que tu n'aurais pas été. C'est un prétexte, là. C'est ça. Fait que toi, c'est quoi la différence entre ceux qui viennent d'une commande ou ceux qui viennent pas d'une commande? L'intérêt des commandes, c'est que ça t'oblige à sortir de tes patterns puis de tes obsessions.
ça devient comme un défi envers moi-même. Là, tu sais, Je vais réussir. Je vais trouver le bonheur. Ça t'arrive-tu de partir de quelque chose qui est comme une rythmique puis des rimes, de chercher des mots sur un charabia un peu de... Que le contenant arrive avant le contenu. Un peu, ouais. Ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, je l'écris, puis j'ai comme un petit dossier dans mon ordi où j'ai toutes ces affaires-là. Ouais. Puis souvent, ça va rester là, puis je vais les réutiliser. À un moment donné, le moment arrive où je fais comme « Oh oui, là, c'est le moment de mettre mon petit freestyle en che-che, mettons, ou moi, je suis. Je vais aller le rechercher, puis je vais voir si je peux le plugger là. Puis oui, parce que thématiquement, ça fit, tu sais. Mais c'est rare que je vais creuser puis vraiment construire le poème à partir des sons. Je suis pas obligée de tout le temps rimer. Fait que moi, je rime des fois. Des fois, j'ai plein d'altérations puis plein d'assonances. Nous non plus, on n'est pas obligé de rimer. Puis des fois, des fois, c'est assez libre, mais j'ai vraiment pas de structure obligatoire. Fait que je peux me permettre des fois d'être hyper narrative, hyper racontée. Puis à un moment donné, tomber dans le poème où il est vraiment versifié, puis là, il y a plein de rimes puis plein de trucs dedans, tu sais. Est-ce qu'il y en a qui ont des syndromes de la page blanche, d'être devant l'ordi ou d'être devant un truc de... rien. Un peu, tu sais, un peu comme on disait tantôt, en fait, Amélie en parlait, là, comme, tu sais, toi, tu te sens correct à venir t'asseoir, puis comme aujourd'hui, j'écris. Moi, si je fais ça, je suis un chevreuil sur l'autoroute, je fige. Moi, mon inspiration, souvent, va venir comme, je suis dans la douche, je pense à de quoi, fine, OK, je vais me le noter, ou, je suis en train de conduire, j'entends un mot à radio, il y a de quoi de bon à faire avec ça. Puis à la fin, tu sais, je mets un peu mes inspirations par-ci, par-là, puis je les lis. Je les lis liés ensemble et les lire. Nice. J'aime 2 points pour Gabriel. Ça slame, ça slame. Ouais, c'est ça. Fait que je crée un texte comme ça. C'est sûr que des fois, je me dis, bon, OK, je vais trouver une rime vraiment bonne, mais quand on veut trop, c'est là que ça vient pas. Puis des fois, je réalise, hey, mais c'est donc bien bon, ça. Tu réalises après ça que comme, c'est bon ce que je viens d'écrire. Fait que c'est un peu ça. Le frein, c'est souvent la pression qu'on se met. On en parlait un peu tout à l'heure, comme de trouver de quoi qui est comme qui veut vraiment dire ce qu'on veut dire, puis que comme le public va bien comprendre, ou qu'on va bien le recevoir, ou de pas être trop dans les clichés, mais pas être trop dans l'absurdité non plus. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, fait que ça peut me nuire aussi. Moi, c'est vraiment quand je fais de quoi puis je trouve ça, mettons, pas bon, ça fait genre... Tu sais, quand tu trouves ça bon, ça se fait tout seul. Tu peux faire un tour en 15 minutes. Est-ce que tu as trouvé des moyens de comme, te défaire de ça ou avec le temps de dire « OK, non, pas assez je veux dire, réessaye de moins puis ça va sûrement être mieux de moins, mettons, mais à part ça, tu sais, sur le moment, live, là, pas vraiment, non. C'est vrai que quand il y a un blocage, un moment où ça marche plus, où il n'y a plus d'inspiration, où il y a plus où ce que tu fais, c'est pas bon, là, tu sais, comme tu dis, souvent, c'est aller vivre quelque chose, aller vivre une expérience, aller faire bouger ton corps, aller... Je pense que la pandémie, ça n'a vraiment pas aidé aussi non plus, ça, c'est vrai. Cet aspect-là de la création. Là. C'était un bon 2 ans qu'il n'y avait pas vraiment rien qui se passait en général dans nos vies. Ouais, c'était spécial quand même comme zone, ça. Tous les artistes qui m'entouraient, ils disaient « ça va être parfait, je vais avoir le temps de travailler sur mes affaires » et tout. Puis personne n'a rien fait, là, finalement. T'as-tu réussi à écrire pendant la pandémie, finalement? Ouais, j'ai écrit comment je me sentais à propos de la pandémie, fait que, ouais. Okay. Mais pas à propos de la pandémie, mais je parle mentalement. Mais c'était juste plus difficile, je pense, d'être varié là-dedans, puis d'être capable d'aller chercher plein de sujets qui sont différents. Quand on est sorti de ça aussi, ça nous a comme permis d'apprécier plus des petites affaires de la vie qui nous ont... C'est un peu cliché, là, de dire ça, mais genre... C'est ça, j'allais dire exactement ça. Comme, c'est ça, je trouve, la clé pour écrire de la façon la plus aisée possible, c'est d'être fasciné par des trucs banals, tu sais, des trucs qui sont vraiment proches de toi puis qui peuvent avoir l'air, justement, un peu banal. Il n'y a rien qui est plus toi que ces affaires-là. Des fois, on cherche tellement loin dans des trucs, des gros sentiments. Il faudrait que je vive une grosse peine d'amour et tout, mais je pense vraiment que le plus proche de nous, là, c'est dans les trucs qui sont casual, mais que tu trouves beau. Tu es dans l'état de faire quelque chose de bon quand tu trouves quelque chose de bon. C'est absolument fascinant, le processus créatif. On enchaîne et on va sauter dans l'industrie, le métier.
Métier, industrie, on a la chance d'avoir, évidemment, je rappelle, Greg et Amélie avec nous. Puis justement, je voulais lancer la discussion par rapport à quand ça passe d'une passion à un métier, il y a quand même une transition là, qui se fait, tu sais, puis ça peut venir avec certaines anxiétés ou certaines peurs. Quelle est l'anxiété ou la peur numéro 1 par rapport à ça de manière professionnelle? Une peur de l'échec. Ah, c'est mal ça, là. C'est quoi un échec pour toi, tu sais? C'est quand que l'œuvre d'art n'a pas atteint son plein potentiel. T'es in pour une ride, là. Ça te met beaucoup de pression, j'ai. Ben justement, quand j'écris, je réécris, là. Ça, c'est sain, c'est très sain. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, par exemple. Parce que moi aussi, je ressens aussi la même affaire que toi, sauf peut-être un peu différemment. C'est juste que j'imagine, mettons, tous les artistes que tu regardes, que tu admires, tu voudrais qu'un jour ton travail soit aussi. Tu le mettes au même niveau que tu mets leur travail, mettons. Mais eux aussi ont des artistes préférés avec elle. C'est ça, mais c'est ça. Il faut toujours se rappeler que c'est ça exactement. Eux aussi ont des artistes préférés, puis ils se disent sûrement que leur travail n'est même pas encore aussi haut que leurs artistes préférés. Fait que tu sais, ça va tout le temps. Ah oui. Ça va jamais. Tu sais, ça finira jamais. Fait que, genre, à un moment donné, mais tu sais, c'est bon de penser ça, par exemple, parce que ça, tu sais, d'avoir un esprit critique, t'es obligé d'en avoir un pour t'améliorer. Des fois, on a peur de l'échec, puis c'est aussi, veut pas, on entend souvent parler d'instabilité. Fait que ça l'amène certaines, tu sais, dans notre réflexion de est-ce que je veux faire comme professionnel là-dedans ou est-ce que ça reste un loisir? Puis en même temps, ça peut m'amener une question pour vous. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui dit que ça va devenir plus une profession qu'un loisir? Quelque chose où ça a toujours été une évidence? Écoute, pour moi, ça a toujours été une évidence, mais en même temps, c'est pas parce que ça a toujours été une évidence que ça a toujours été facile. C'est sûr que ça comporte toujours une certaine part de défi, mais je pense que la meilleure façon de voir ça, c'est de se dire que une carrière artistique, c'est pas une track. C'est plusieurs tracks qui partent dans plein de directions, puis dans lesquelles il faut que tu embarques quand ils passent. Dès que tu vas en faire du théâtre, tu vas en faire de la poésie. À un moment donné, tu vas te trouver une job d'animation culturelle, tu vas l'apprendre, tu vas faire ça, tu vas donner des ateliers, tu vas enseigner, tu vas faire un paquet d'affaires différentes qui vont nourrir ta pratique, puis qui vont nourrir ton portefeuille, puis qui vont te dire au fur et à mesure si tu vas faire une carrière de ça ou un loisir. Mais tu peux pas le savoir avant de l'avoir essayé. Comment ça se passe pour toi, tu sais, quand tu commences? Est-ce que c'est un peu les contrats qui arrivent vers toi au fur et à mesure que tu fais du standing ou bien c'est un agent qui vient te voir puis qui vient te chercher puis qui te dit « Hey, tu sais, j'ai aimé ton travail. » C'est moi. Il faut que je travaille, faut que... Là, aujourd'hui, moins, mais ça fait longtemps que je fais ça. Mais c'est sûr qu'au début, les premières années que je faisais ça, j'étais 3-4 soirs par semaine dans des événements, des open mic, aller voir les autres jouer, rencontrer des gens. Quand tu as fait ça plusieurs fois, puis qu'il y a assez de monde qui ont vu ton travail, qui ont été exposés à ton travail, là, les contrats vont venir vers toi. Là, les gens vont commencer à t'appeler puis te dire « Hey, voudrais-tu m'écrire un texte sur telle chose? » Et éventuellement, tu vas pouvoir avoir un CV assez étoffé pour être capable d'aller chercher des subventions, pour écrire plus, pour produire plus de spectacles. Puis à un moment donné, rentrer dans un circuit où là, il y a un agent qui va vouloir faire du booking pour toi, un booker de tournée. Je pense que c'est des étapes, là, vraiment à franchir. Ouais. Est-ce que le mode de vie de travailleur autonome, tu sais, cette espèce d'anxiété sous-jacente-là, avec le temps, parce que ça fait déjà un moment que est-ce que des fois tu dis « je suis brûlé, je suis épuisé, j'ai plus ce qui... » ou au contraire, ça devient plus facile avec le temps? Oui et non, c'est-à-dire que ça vient plus facile avec le temps parce qu'avec le temps, on t'offre des plus gros cachets, tu fais plus d'argent, fait que tu as plus de stabilité, fait que tu as plus de possibilités aussi. Donc oui, ça pèse un peu, là, ça c'est sûr. Mais évidemment que oui, c'est un mode de vie qui est un peu anxiogène, fait qu'il faut que tu sois capable de vivre avec l'instabilité. Mais je me dis toujours, il va arriver quelque chose. S'il y a de la place, il va arriver quelque chose. Avoir la foi encore hors crime, c'est tout qu'un beau sentiment, mais c'est pas toujours facile. Je pense aux pâtes au sel. Là, puis, Ah oui, des pâtes au sel, c'est toujours une bonne solution. Ça a un prix, pour vrai, ça a un prix vraiment de faire ce que tu veux. Là, Est-ce que ça t'arrive encore quand tu dis, les gens te demandent qu'est-ce que tu fais, tu fais « Ah, je fais du slam », ils sont comme « OK, mais ta vraie job? » Ah ben oui, tout le temps. Ah ouais? Oui, ben oui. Non, pour vrai, pour payer ton loyer. Oui, ben oui. Qu'est-ce que tu réponds? Oui, clairement. Je leur réponds que je fais plein de choses parce qu'effectivement, écrire un livre de poèmes, là, je te le dis, là, c'est pas très payant. Mais moi, ça me gêne pas de dire comme, ben oui, moi, je donne des ateliers,
de création. Et puis, je fais de la traduction à l'occasion. Je vais traduire des poèmes, de la télé. Je fais de l'adaptation pour le doublage. Moi, je prends pas ça comme une honte ou un échec. Je prends ça comme des expériences de vie qui nourrissent la création, qui nourrissent l'écriture, qui nourrissent ce que je suis comme artiste. On est des humains, on n'est pas juste des travailleurs, tu sais. Ouais, mais tu te mets dans cet état d'esprit-là, puis tu te dis, t'assumes que tu fais ça dans la vie, puis je pense que c'est assez important pour toi. Il faut que tu assumes cette affaire-là, puis c'est déjà un énorme pas, là, je pense. Quand on parle du statut d'artiste, certains disent que ça vient avec une responsabilité, on parle des enjeux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? C'est quoi votre réflexion par rapport à ça? Qu'on soit dans la musique ou non, peu importe le travail que tu fais dans la vie, on est tous en position d'influence. Qu'on le veuille ou non, on influence des gens autour de nous, que ce soit de la famille, des amis, nos propres enfants. Mais en tant qu'artiste, on est comme sur un plateau, je dirais. On est sur une scène, puis on a la possibilité de toucher plus de monde. Fait que je trouve que c'est important de savoir c'est quoi que tu représentes, puis savoir c'est quoi l'impact que ça va faire dans la vie des autres. Je suis d'accord, puis pas en même temps. C'est-à-dire que je pense que comme en tant qu'artiste, si tu pars de la prémisse que tu représentes quelque chose, je pense que tu peux passer à côté de ce que tu pourrais vraiment représenter. La meilleure façon d'être engagé, c'est juste de faire de la façon la plus sincère possible l'art que tu as envie de faire, puis de le pousser jusqu'au bout en le respectant assez pour le rendre le plus proche de ce que tu as en tête. Puis ça, c'est ton engagement. Ouais. J'ai le goût d'honorer ma parole quand je prends parole à un souper de famille, quand je prends parole, tu sais, pour féliciter quelqu'un, pour quand je suis avec quelqu'un, tu sais, c'est la présence. Finalement, oui, ça donne l'occasion de parler à peut-être à un éventail plus large de personnes, mais ça reste que c'est toujours moi, c'est toujours bien juste moi qui parle de ce qui a le goût de parler, tu sais. Ouais, oui. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est important d'avoir pour toi des collaborateurs? Comment tu trouves des collaborateurs? Comment ça passe? Ben, dans le rap, c'est simple parce que c'est comme si c'est fait pour faire des featuring quasiment. Là. Je connais du monde qui travaille très, très mal en collaboration. Puis je connais du monde qui font que ça, qui travaillent bien mieux en collaboration. Moi, j'ai tendance à plus performer en collaboration que tout seul. Moi, je trouve que ça fonctionne mieux comme ça, la création. C'est humain, là. Chacun rajoute son grain de sel dans les pâtes à Greg. Et si on est chanceux, peut-être un grain de poivre, qui sait? Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de départ de tout rappeur, slammer qui veut se lancer là-dedans? En plein, ça peut être un conseil, un outil, peu importe. C'est sûr que ça te prendrait peut-être un micro. Honnêtement, pas bien. Après, je ne saurais pas quoi dire, mettons, mais juste d'avoir du fun. Puis aussi d'avoir des collaborateurs, mettons, moi, d'en faire avec mon frère puis mon ami, ça, mettons, ça a vraiment été une grosse affaire pour moi que, tu sais, comme ça, où on parlait de collaboration. Puis justement, si j'ai pas d'idée pour faire une tune, Sam pourrait m'envoyer une tune qui a un open verse, puis c'est sûr que je serais capable de faire un verse dessus. Ouais, tu sais, c'est juste, ça se fait tout seul. On dirait quand quelqu'un a déjà une idée, continuer une idée, je trouve ça tellement plus facile. Fait qu'en tout cas, ça, avoir du monde, puis juste avoir du fun, ce serait... Moi, je dirais, premièrement, laisser parler son cœur. Autant faire les choses à sa façon, de pas se mettre de règles, parce que autant les seules règles qu'on se met, c'est nous-mêmes qui nous les mettent, là. Puis il n'y a pas de règles, fait que laisser sa créativité. 100%. Moi, j'irais avec avoir une belle équipe et être bien entouré, pas seulement au niveau technique, là, mais avoir un manager puis tout ça. Je pense surtout au niveau support moral puis émotionnel, c'est quand même bon, vu que c'est avec ça qu'on performe l'art. Je pense que c'est important aussi de ne pas avoir peur d'être vulnérable, parce que c'est là que tu vas aller chercher sortir probablement les meilleurs textes ou les meilleurs projets que tu as. Moi, je dirais de l'écoute. L'écoute pour ce qui se passe ici, puis de l'écoute pour qu'est-ce que ça fait à l'extérieur, une sorte de double écoute. Ouais. Super. On va aller voir Danny. J'irais avec la constance, tu sais, de commencer puis de pas arrêter, là, dans le sens que dans la vie, on a des sommets, on a des plateaux, on a des vallées, mais quand tu t'en fais tout le temps, à tous les jours un petit peu, ben c'est comme ça que là, tu bâtis ta confiance, tu bâtis ton identité aussi, là, comment tu fais ta musique. Fait que je pense que c'est d'être constant, là.
Mais c'est de m'accrocher au rêve, c'est vraiment la pulsion là, qui me drive continuellement, de me rappeler, exemple, à 7 ans, c'est quoi que j'avais en tête de faire, puis c'est un peu le feeling qui me garde, de me dire que peut-être même m'imaginer à 100 ans, je veux l'avoir fait, je veux l'avoir essayé, donc de se visualiser, moi, c'est un bon truc. Moi, je dirais de ne pas avoir peur de l'essai-erreur. De faire, t'as une idée, t'essaies de quoi, ça marche pas, une autre idée, t'essaies de quoi, puis là, finalement, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, tu vas faire un texte, puis celui-là, tu vas être content, ou il va te satisfaire. Donc, de ne pas avoir peur d'essayer des trucs. Il y a un livre qui s'écrit, on dirait, plus on avance, là. Mais je vois. Raphaël? Moi, je dirais de développer son intérêt pour la culture. Tu sais, quand on ne sait pas par où commencer, puis d'aller chercher des auteurs, justement, pour s'inspirer un peu, puis après ça, on a le goût de faire commun. Puis, Et les formes d'art se nourrissent tellement entre elles, absolument. Moi, je trouve qu'une chose que ça m'a pris longtemps avant de faire, c'est me trouver quelqu'un qui peut dire des affaires sur mes textes. Et la personne qui voit mes textes, c'est quelqu'un que je trouve qu'il a une opinion très critique à mon égard. Je trouve qu'elle a souvent raison, puis tout ça. Puis ça m'aide vraiment à souvent les difficultés. Là, je disais, hey, j'ai de la misère sur ce bout-là. Il fait, j'ai l'impression que le problème il est plus haut, puis là, il faut que tu règles. Puis là, je suis comme, puis là, je passe tellement plus vite à d'autres étapes dans mon écriture grâce à ça. Donne-moi son numéro. Tout le monde veut quelqu'un de même. C'est ça qui est fou, c'est que ça fit pas, la personne ne fit pas pour tout le monde. Il faut trouver son script éditeur, script éditrice qui comprend qui t'es et qui peut t'amener la bonne dose de. C'est super, c'est parfait. Et oui, Fred? C'est un peu dur d'être le dernier dans ce cas-ci. Il va avoir eux après. Ouais, c'est un peu, je t'enlève la pression. Comme a été dit, mais tu sais, ce que je rajouterais parmi tout ça, c'est que moi, j'ai dû faire beaucoup d'introspection avant de commencer à écrire. Fait que d'apprendre à se connaître soi-même et d'apprendre à respecter notre personne, nos intérêts, puis notre passion, parce qu'on est notre propre outil de travail. Et au final, on le fait pour qui? Pour nous, oui, c'est le fun, notre public. Oui, c'est le fun, les bonnes critiques. Oui, c'est le fun que ça marche, ça perce. Mais au final, si tu fais ça parce que tu fais des attentes par rapport à un public, ça se peut qu'à un moment donné, ça floppe. Fait que c'est pour ça que je me dis, moi, je veux pas me perdre là-dedans. Puis l'important, c'est de se garder dans tout ça. Se préserver, 100%. Greg Life. Greg. Comment tu m'as appelé? Greg Life. C'est ton prochain nom de rappeur, parce qu'on y reviendra plus tard. Moi, je resterais avec l'idée de avoir toujours à portée de main un truc qui t'excite artistiquement. Si j'ai rien, ça veut dire que je suis dans une mauvaise passe. Ça veut dire qu'il faut que je combatte ça puis que je trouve de quoi qui m'excite. Faire en sorte que tes sens soient stimulés par d'autres choses que juste le quotidien. Créer des liens. Ce Starter Kit est sans faille ou quoi? Merci énormément d'avoir été là. Ça a été un réel plaisir. Non seulement sont-ils très sages et ont des conseils, mais ils sont aussi excellents dans ce qu'ils font. Allez les voir sur le site quartier.québec. Allez voter pour votre préféré. Il y a une personne ici qui va repartir avec 1 000 $ dans chaque discipline qui sont là. Je vous rappelle, le site est à l'écran pour vous inscrire pour l'année prochaine. Check it out. On veut vous voir, rencontrer des gens. C'est malade. Et last but not least, merci à vous d'avoir été là, Amélie et Greg. Allez voir ce qu'ils font. Merci tout le monde. C'était Ouvre ton mic. Bye bye.